Je crois que nous sommes en live. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente d'accueillir ce matin Cyril Sautreau, président du FNFE, le sachant en matière de facturation électronique, pour présenter, pour animer cette masterclass sur la facturation électronique, un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Je suis Dominique Ross, directrice comptable du groupe BPI France. C'est un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps et je crois encore pour un certain temps. Et je suis contente de laisser la parole à Cyril qui va nous dire qu'est-ce qu'une facture électronique tout d'abord, parce que je pense qu'il faut aux fondamentaux, tout à fait. Alors j'avais juste une petite présentation pour dire qui est le Forum national de la facture électronique. On existe depuis un certain temps et on accompagne le déploiement de cette réforme et le déploiement de la facture électronique en France et un peu au-delà d'ailleurs dans les discours, dans les discussions internationales. Alors effectivement, ce qui est important, parce qu'en facture électronique, je ne suis pas certain que tout le monde en a la même définition. Alors déjà, quand on regarde la définition légale, c'est une facture qui est émise et reçue sous forme électronique. C'est-à-dire qu'elle doit sortir d'un système sous forme électronique et rentrer dans le système d'en face sous forme électronique. Et on doit être en capacité de démontrer l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire de pouvoir démontrer que celui qui l'a émis est bien celui qui dit qu'il y est, quelque part. L'intégrité du contenu, c'est-à-dire que le contenu de la facture n'a pas été modifié entre son émission et sa réception. Et la lisibilité, c'est qu'elle est lisible par un humain normalement constitué, comme on a l'habitude de voir les factures d'une façon classique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, vous recevez les factures papier, que vous les numérisez plus ou moins pour les traiter, ça n'est pas une facture électronique, parce que vous l'avez reçue sous forme papier. Par contre, aujourd'hui, quand vous avez un système de gestion commerciale qui produit, par exemple, une facture PDF, et que vous l'envoyez par mail, vous le déposez sur un portail d'acheteurs, ce qu'on fait assez souvent, aujourd'hui, c'est une facture électronique, mais ça n'a assez peu de valeur ajoutée. Ça fonctionne encore aujourd'hui, donc c'est comme ça peut être considéré comme une facture électronique, mais dans le cadre de la réforme dont on va parler, ça ne le sera plus, puisqu'effectivement, à partir de l'entrée en vigueur, et on verra qu'elle a été un peu décalée, eh bien, les factures électroniques devront contenir des données, et donc un PDF tout seul envoyé par mail ne sera plus considéré au terme de la réforme comme une facture électronique. Et c'est intéressant parce que quand on demande aux majorités, quand on demande aux PME si elles savent ce que c'est qu'une facture électronique, si elles connaissent la réforme, alors ils disent oui, très bien, moi, 80% pratiquement, j'ai entendu parler de la réforme, je sais très bien de quoi il s'agit, c'est simple, c'est un PDF envoyé par email. Donc on n'y est pas en fait. Les gens perçoivent aujourd'hui, donc il y a un besoin d'information assez large. En fait, le sens de l'histoire et pourquoi on fait tout ça, c'est pour permettre de transmettre de la donnée, à la fois pour améliorer les traitements et accélérer les traitements et les paiements, et aussi pour permettre à l'administration fiscale de disposer de cette donnée et de contrôler plus en amont la TVA en particulier. Alors la question qui se pose immédiatement, c'est, vous avez bien entendu tout ça, mais c'est quoi, quelles sont les données, comment on les écrit, dans quel format, du coup, parce que c'est plus un PDF, puis comment on se les envoie, c'est par mail non plus, donc voilà, et puis en plus il y a des cas de gestion, moi j'achète dans un restaurant, enfin je vais dans un restaurant, il se passe quoi, etc. C'est tout ça qu'il va falloir adresser correctement. Et puis en même temps, l'utilisateur normal, lui, il aime bien voir les factures comme il a l'habitude, parce qu'on va montrer une facture structurée. Vous allez voir, c'est pas facile à regarder quand on n'est pas informaticien, même quand on est informaticien. Effectivement, quand on va vers la réforme, on va avoir dans une facture électronique, elle doit être créée depuis un système d'information, un système de gestion, on commence par la saisir, ou un système qui la produit, en respectant ce qu'on appelle un modèle sémantique, c'est-à-dire en disant dans la facture, il y a la date, il y a le client, il y a le fournisseur, il y a les lignes qui sont avec des quantités, des prix, etc. Et tout ça sont des données en fait, qu'on va mettre dans des cases bien déterminées. Et puis, on doit les changer de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein d'informations sensibles dans cette facture, donc il faut qu'on puisse les changer sans qu'elles soient vues par d'autres que ceux qui vont la regarder. Et puis, on doit y mettre des données, alors à la fois pour que l'administration fiscale vérifie que c'est bien une facture, donc l'ensemble des mentions obligatoires, et puis aussi des données pour permettre l'automatisation. Enfin, c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire faire en sorte que cette facture puisse être traitée, comptabilisée automatiquement, voire validée le plus automatiquement possible. La présentation lisible, elle est importante parce que les utilisateurs doivent aussi pouvoir la voir quand ils doivent la valider. Ils ne vont pas les regarder un fichier informatique. Et donc, c'est aussi un élément important pour les contrôles. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, je vous ai montré un exemple. Vous voyez qu'on n'y voit pas grand-chose, mais ça, c'est une facture seulement dans un format structuré. Alors,
quand on regarde de loin, essayez pas de comprendre, le rouge, c'est en gros le modèle de données, et le noir, ce sont les données. Vous voyez qu'en fait, on a quelque chose qui est structuré, qui s'organise par paquet, et c'est ça une facture. Alors si je vous demandais à tout le monde de dire maintenant, validez-moi cette facture, dites-moi où est le client, le fournisseur, on n'est pas rendu. C'est pour ça qu'on a défini aussi un format particulier qui s'appelle Facture X. Et vous voyez, c'est la même facture, mais là, cette fois-ci, on a une version lisible comme on a à peu près l'habitude de l'avoir, donc on arrivera rapidement à la comprendre. Et à l'intérieur, on a les données, les mêmes en fait, qui sont dans un format structuré, attendu, et qui permet aux machines de les traiter, alors que les gens vont plutôt regarder le lisible. Donc là, on voit bien la comparaison, enfin la nécessité d'avoir à la fois un lisible et une facture. Et tout ça est normalisé, donc j'ai mis tous les logos sur la gauche. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça s'appuie sur une norme sémantique, donc il y a un travail qui a été fait en 2014, d'ailleurs par la directive de 2014, qui a conduit à l'établissement d'une norme européenne sémantique, donc qui a dit voilà une facture à peu près standard, c'est toutes ces données, et voilà comment on va les nommer, et voilà comment on va les poser dans des fichiers structurés. Donc ça a été fait, et c'est là-dessus que va s'appuyer la réforme. D'ailleurs, c'est ça qui est déployé à l'échelle européenne pour tout le secteur public. Et c'est sur cette norme sémantique, en termes de données, que l'ensemble des factures vont s'aligner progressivement, à la fois en France, dans la réforme, et aussi au niveau international, au moins européen. Voilà, on va vous demander de nous présenter la réforme, mais avant, je vais faire peut-être juste un petit point, parce que j'ai l'impression que l'écran défile bien sur mon écran de retour, mais il ne défile pas pour l'écran des personnes qui sont de l'autre côté. Ah oui, il y a du bruit au fond, alors ça, on y est pour... Ah oui, on va mettre le casque. Est-ce que ça se passe mieux comme ça? Voilà. Est-ce qu'avec le casque, vous avez moins de bruit? C'est pas certain parce que si c'est le micro. Alors, l'écran, c'est bon, petit bruit de fond par contre. Donc, l'écran, apparemment, vous le voyez. Donc, c'est mieux avec le casque. C'est mieux avec le casque. Alors, c'est bon. Si Eh c'est ben, mieux avec le casque, vous voyez l'écran maintenant, c'est parfait. On peut continuer. Donc, Cyril, est-ce que vous sur pouvez la nous réforme. présenter cette réforme? Voilà, et donc vous avez vu de loin ce qu'était une facture électronique. Alors cette réforme, elle a pour objectif, effectivement, les 4 objectifs cités sont le renforcement de la compétitivité, entre entreprises, donc tout ce que je viens un peu d'exprimer, c'est-à-dire le fait qu'il faut traiter plus rapidement, mieux, plus s'intégrer, automatiquement ces factures, apporter de la data, on va voir que c'est important, de la donnée et partager de la donnée. Pour l'État, c'est aussi une façon de parce qu'elle va vouloir avoir un certain nombre d'informations, en temps réel de ces factures, c'est d'améliorer la connaissance de la conjoncture. En voyant toute cette information, elle aura une capacité à savoir un peu plus ce qui se passe dans tel et tel secteur de façon très objective. Il y a bien sûr la facilitation de la déclaration de la TVA, c'est-à-dire qu'au passage, puisqu'on va fournir une information sur la TVA, eh bien, l'État va faire du pré-remplissage en fait de votre déclaration de TVA. Vous continuerez à faire une déclaration de TVA, mais elle sera pré-remplie, un peu comme les impôts sur le revenu sont pré-remplis aujourd'hui. On a juste à vérifier rapidement, puis après on dit qu'on est d'accord. Et enfin, bien sûr, c'est le renforcement de la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. On estime ça, alors ça, il y a entre 10 et 20 milliards, ça dépend, enfin, j'entends des chiffres plus importants par moment. Donc c'est un enjeu important de réduire effectivement la fraude à la TVA, qui est aussi un enjeu de compétitivité, puisque s'il y a des entreprises qui arrivent à passer au travers, a priori, elles font des meilleurs prix que les autres et elles sont plus compétitives, donc c'est bien qu'il y ait une certaine équité. Alors tout ça va donner lieu à deux grands volets de la réforme. La première qu'on appelle bien en bon français e-invoicing, qui veut dire que d'abord cette réforme, elle concerne tous les assujettis à la TVA, c'est important ça. Si on est assujetti à la TVA, on est concerné par la réforme. Si on n'est pas assujetti, on n'est pas concerné. Et je rappelle qu'assujetti, ça ne veut pas forcément dire qu'on paie de la TVA ou qu'on la collecte. Par exemple, un auto-entrepreneur qui est, fera la franchise au régime de la franchise en base, il est assujetti à la TVA. Sauf qu'il est assujetti et il a pas de TVA en dessous d'un seuil d'activité, mais au-dessus, il est assujetti à la TVA. Enfin, il va en payer. Donc effectivement, il va être concerné par la réforme. Donc le invoicing, ça vise à dire, parmi ces assujettis, quand ils s'échangent des factures, donc assujettis en France, eh bien, ils devront le faire au travers d'un système que je vais présenter et de façon obligatoire, avec des factures qui contiendront donc des données, je vais vous dire lesquelles, et au sein de ce système d'échange, eh bien, il y aura des contrôles qui vont être effectués pour vérifier que les factures sont des factures, et il y aura une extraction d'un certain nombre de données, en gros les mentions obligatoires d'une facture, qui sont transmises en quasi temps réel, en 24 heures, à l'administration fiscale, ce qui lui permettra de précompter la TVA.
Et puis, va être associé à ceci un cycle de vie, c'est-à-dire le fait de savoir, ce qui arrive à la facture et notamment est-ce qu'elle est refusée? Puisque si elle est refusée par le destinataire et bien à ce moment-là, ça va décompenser quelque part la TVA, même s'il faudra faire un avoir et une facture rectificative pour corriger les choses. Donc tout ça, c'est la partie e-invoicing, de la réforme et je peux y ajouter une petite partie du e-reporting qui est que pour ces factures sur lesquelles la TVA est à l'encaissement et ben, il faudra aussi signifier quand est-ce qu'on a été payé. Puisqu'effectivement la TVA se déclenchera enfin la collecte de TVA se dé la déductibilité aussi, se déclenche que quand la facture est effectivement payée pour les services, sauf si on a opté pour les débits et dans ce cas-là, la TVA est due, à l'établissement de la facture. Deuxième volet important, c'est que là, on a parlé que des factures entre assujettis, donc en gros entre entreprises pour simplifier, françaises. Mais il reste aussi les factures B2C qui portent beaucoup de TVA et donc, il faut le déclarer et puis les factures, internationales. Donc ça fait partie du volet e-reporting où il faudra déclarer ses ventes B2C, ses ventes internationales, intracommunautaires et à l'export et aussi ses acquisitions internationales parce que quand on acquiert, on achète à l'étranger, en général, ce qu'on appelle on autoliquide la TVA. C'est-à-dire qu'en fait, on collecte et on déduit en même temps la TVA et donc la DGFiP veut savoir ce qui se passe sur vos achats internationaux et donc il faudra aussi reporter des choses et ça de façon assez rapide. Plus le même sujet sur les encaissements, c'est-à-dire si la TVA est due à l'encaissement sur tout ce que je viens de dire, eh bien il faudra aussi dire quand on a été payé puisque c'est là que ce sera, que ça déclenchera la TVA. Donc ça, c'est le périmètre de la réforme. Ensuite, comment ceci va fonctionner? Donc on a fait le choix en France d'un schéma qui est d'ailleurs le schéma cible européen qui se dessine, qu'on va appeler décentralisé. Alors, il est décentralisé avec une plateforme centrale malgré tout et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pour échanger vos factures, la première des choses, c'est que vous ne l'échangerez plus les factures en le transmettant directement à votre client. Le fournisseur ne transmet plus sa facture directement à son client. Il fait le choix d'une plateforme parmi un ensemble de plateformes. Il y a une plateforme publique et des plateformes privées. La plateforme publique, elle s'appelle le PPF, donc c'est celle qui est dans le carré, dans le grand carré bleu ici et puis les plateformes privées, elles s'appellent PDP comme, plateformes de dématérialisation partenaires. Elles sont immatriculées. Partenaire, ça veut dire partenaire de l'État et donc toutes les factures doivent au moins passer par les acteurs bleus sur le schéma. C'est-à-dire en émission, je choisis une PDP ou le PPF et en réception, je choisis une PDP ou le PPF. Pour émettre mes factures, je ne peux plus les émettre directement et ce sont ces plateformes qui auront comme mission, de vérifier que c'est une facture, de faire des contrôles, d'extraire les données, de les transmettre à l'administration fiscale. Et en fait, le portail public de facturation va servir aussi de collecte de données pour l'administration et donc les PDP enverront à cette, plateforme les données, qu'elles auront, extraites des factures qu'elles traitent. Et puis il y a un dernier acteur qui est important dans le dispositif qui s'appelle l'opérateur de dématérialisation, qui sont les acteurs en blanc ici. Et ce sont tous les acteurs qui apportent, un certain nombre de valeurs ajoutées aux entreprises. Ça les aide à fabriquer des factures dans les bons formats, ça va les aider à traiter les factures, ça peut les aider à payer les factures, ça peut les aider à se faire payer, à se faire refinancer, et cetera, à intégrer comptablement. Ça peut être des experts comptables avec des solutions pour des petites entreprises. Tout ça, ce sont des fonctions d'opérateurs de dématérialisation et on verra que parmi les PDP, bien sûr, un certain nombre seront à la fois des opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire qu'ils apporteront la valeur ajoutée aval ou amont et en plus, ils seront en capacité d'émettre ou de recevoir des factures pour le compte des entreprises. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a ainsi 2 grands domaines de compétences. On a plutôt le domaine applicatif qui va relever, on va dire, du périmètre des OD, et puis il y a le domaine de l'échange qui va relever des PDP, sachant qu'encore une fois que les PDP peuvent être aussi en même temps des OD et donc offrir l'ensemble de la palette de valeurs, à la fois la valeur de traitement, on va dire, des factures et la valeur de l'échange. Alors, on parlait de données, je ne veux pas vous lister toutes les données qui sont là. Ce qui est important de bien comprendre, c'est les lignes qui sont un peu surlignées. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, eh bien, il va falloir, il y a des nouvelles mentions obligatoires. D'abord, ça, c'est toutes les mentions obligatoires, je ne vais pas vous les rappeler qu'il faut mettre dans une facture. Là, il y en a 2 pages, hein, donc là, c'est la première page, c'est plutôt, des données de documents, puis la deuxième page, je dirais, c'est les données de ligne et donc il y a quelques données en plus. Alors, le numéro de sirène du client, qui est pas obligatoire aujourd'hui, hein, mais qui sera obligatoire demain. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va servir notamment, à repérer le client pour savoir où il est, en fait, chez qui dans quelle plateforme il est. Deuxième élément important, c'est est-ce que vos factures sont des factures de biens, de services ou les 2 en même temps? Parce que c'est ça qui va dire s'il faut envoyer un truc sur les encaissements ou pas et c'est accompagné effectivement du fait que vous avez opté pour ce qu'on appelle les débits ou pas quand vous êtes sur une facture de service. Donc il faut quand même que dans vos factures, il faudra pouvoir exprimer: «Je fais une facture de biens»
où je fais une facture de service. C'est un peu une nouveauté, tout le monde ne sait pas forcément le faire, donc il faudra s'y préparer. Et puis si on continue la liste ainsi, eh bien, on arrive au niveau de ligne. Vous voyez qu'au niveau de la ligne, les mentions obligatoires, bah, ce sont, les prix, les quantités, enfin les prix unitaires, les quantités, les remises éventuelles, le total hors taxe, la TVA, enfin c'est quand même un certain nombre de choses à la ligne, ainsi que l'adresse de livraison, puisque l'adresse de livraison, elle impacte aussi, sur la TVA. Par exemple, si elle est à l'étranger, la TVA, est due à l'étranger. Enfin, il y a des traitements particuliers. Voilà, et puis vous voyez des colonnes à gauche avec des dates qui sont plus les bonnes parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais globalement, il y avait aussi un mécanisme de tolérance en disant cette réforme, elle sera en 2 temps. D'abord, on exigera les données qu'on appelle le niveau document, donc pas les lignes pour dire autrement, et puis dans un deuxième temps, on exigera aussi les données de ligne. Donc les dates vont se décaler un peu, mais ça va être le même principe. Alors, je voulais faire un petit point aussi sur le cycle de vie. Donc, comme on va envoyer une facture, maintenant, on l'envoie plus directement à son client, on l'envoie à quelqu'un qui l'envoie à quelqu'un, enfin à une plateforme qui l'envoie à une plateforme qui l'envoie au client. Et donc c'est important dans ce cadre-là, qu'on puisse tracer cette émission, et c'est important pour le fournisseur en termes de valeur ajoutée, qu'il sache que, sa plateforme a émis la facture, donc elle est valide, donc ça c'est déjà un point important, que la plateforme d'en face, elle a reçu sa facture, que en plus elle a prévenu le client, qu'il avait une facture, donc il pourra plus dire qu'il n'est pas au courant, hein, parce que ça aujourd'hui on envoie une facture puis, on allume des cierges, hein, globalement. Il a une capacité à dire: «Je l'ai pris en charge», ça veut dire: «Je vais la traiter, je vous dis pas que je vais la payer, mais elle est bien pour moi, parce qu'éventuellement, je peux aussi la refuser parce que c'est une facture qui est pas pour moi. Vous êtes trompé de client ou j'ai rien acheté chez vous, donc ça, c'est prévu. Et puis après, on est dans un schéma classique qui est: est-ce que je l'approuve totalement, partiellement? Est-ce que je la paye et cetera? Alors vous avez ici, vous voyez sur les schémas des petits points verts ou des petits points jaunes. Les petits points verts, ça veut dire que ces statuts-là qui vont être, transmis, vont être aussi transmis à l'administration fiscale parce qu'ils participent à la collecte de la TVA et à la gestion de la TVA. Donc est-ce qu'elle est valide? Ça veut dire déposée. Est-ce qu'elle a été rejetée par la plateforme d'en face parce qu'elle, elle considère qu'elle est pas valide? Ça va être assez rare, mais ça peut arriver, c'est de l'informatique, hein. Est-ce qu'elle est refusée fonctionnellement par le client parce qu'il est pas d'accord pour la payer, soit parce que c'est pas pour lui, soit parce qu'il est pas d'accord avec ce qui est écrit dedans? Et puis le dernier, vous voyez en haut, qui est encaissé, ça veut dire: «Je suis fournisseur, j'ai fait une facture de service, je n'ai pas opté pour les débits et donc je vais devoir dire: "Ça y est, je suis payé de la facture"». Donc je peux le dire à mon client, s'il fera son rapprochement de son côté, mais je le dis surtout à la DGFiP qui va dire: «OK, je compte la TVA». Donc voilà ce que ça apporte aussi, c'est une visibilité, une traçabilité entre le fournisseur et l'acheteur avec une petite vue, malgré tout, de l'administration fiscale sur un certain nombre d'étapes. Alors, dernier point un peu, et après on passera au calendrier, je pense, c'est qu'est-ce que c'est que le e-reporting? Donc le e-reporting, c'est déclarer, tout ce qui ne relève pas du invoicing. C'est-à-dire, je fais des ventes B2C, je fais des ventes B2B à l'international, alors à la fois en Europe et en-delà, hein, en export. J'achète des choses depuis l'international et ça, on va voir que c'est quand même une contrainte parce que, quand j'achète depuis l'international, des fois, je ne le sais pas. J'achète quelque chose sur une place de marché et puis je me rends compte, finalement, si j'arrive à trouver la facture que: «Ah bah oui, j'ai acheté à un acteur international», donc il va falloir être un peu vigilant sur ça. Et puis il y a les encaissements, j'en ai largement parlé. Alors ça va se passer comment? Pour les ventes, les ventes B2C, l'objectif, ce que souhaite la DGFiP, c'est d'avoir un cumul quotidien. Enfin, son objectif principal, c'est la somme, le chiffre d'affaires quotidien tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de tous les jours, alors on n'est pas obligé de le faire tous les jours, mais il faudra donner la somme de chaque jour. Donc combien j'ai vendu aujourd'hui, combien j'ai vendu demain, après-demain et ainsi de suite, et avec le détail TVA de ça et voir le détail des encaissements si c'est du service et que je suis à l'encaissement. Si je fais des factures, je pourrais aussi, fournir l'information qui est dans les factures. Donc là, cette fois-ci, vente par vente plutôt que le cumul quotidien. Mais l'objectif de l'administration fiscale, c'est de dire: «Moi, pour le B2C, il me faut essentiellement le cumul quotidien». Et puis pour les factures internationales, là, il faut le détail des factures. Donc c'est exactement pareil que pour le invoicing. Il faut extraire toutes les mentions obligatoires de ces factures et les transmettre à l'administration dans un rythme un peu plus souple que du temps réel, mais presque. Et ça aussi pour les acquisitions. C'est-à-dire j'achète des choses à l'international, il va falloir que j'extrais les données. Donc, plus le mécanisme va se développer au niveau international, plus j'aurai des données et au début, bah, il faudra que je les extrais un peu à la main ou avec des solutions qui m'aideront à le faire pour les pousser vers l'administration. Donc il faudra que je sache que j'achète à l'international et que j'extrais les données des factures. Alors, ça se passera dans quel rythme? En fait, quand je suis au régime normal, eh bien, il faut que je déclare tout ça tous les 10 jours. Donc si je reprends tous les 10 jours, il faudra que je dise, bah, avant le 20, tous les 10 jours sous 10 jours, ça veut dire avant le 20 du mois, il faudra que je dise combien j'ai vendu le 1, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 10, en B2C, et toutes les factures que j'ai fait entre le 1 et le 10 et tous les encaissements, alors tous les encaissements, ça se passera cette fois-ci une fois par mois
avant le 10 du mois suivant. Donc avant le 10 du mois, il faudra que je dise tout ce que j'ai encaissé, entre le 1er et le 30 du mois précédent. Ça, c'est pour le régime normal. Pour le régime normal trimestriel, c'est tous les mois sous 10 jours. Donc c'est pour toutes les déclarations. Au régime simplifié, c'est aussi tous les mois, alors qu'eux, ils ont une TVA tous les ans, hein, aujourd'hui, une déclaration de TVA tous les ans, et des acomptes sinon. Là, ce sera tous les mois, mais à la fin du mois suivant, entre le 25 et le 30. Et quand on est en franchise aux bases, c'est tous les 2 mois, entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc on voit qu'on a une accélération, de la déclaration à faire, ce qui veut dire aussi du lettrage quand on fait du paiement et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais dès qu'on est, soumis à une obligation de faire passer l'ensemble des flux, eh bien, tout de suite, on se dit: «Mais comment ça marche pour des cas d'usage un peu particuliers?» Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une facture qui va être, à facturer, qui va être refinancée? Qu'est-ce qui se passe, quand, je fais de l'autofacturation? C'est-à-dire que c'est mon client qui fait la facture pour mon compte. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une facture d'acompte et la facture finale? Vous savez qu'il y a une obligation quand alors tout le monde le sait pas, mais il y a une quand on reçoit des acomptes, on doit faire une facture d'acompte et il y a de la TVA dans cette facture d'acompte, donc il faut la déclarer comme les autres et donc après dans la facture finale, on revoit apparaître la même TVA, donc il y a des questions sur ce sujet-là. Mais des questions beaucoup plus terre à terre. Je vais au restaurant, ça se passe comment demain? Ça se passe comment demain, pardon? Je demande à mon restaurateur, je lui donne mon numéro pour, que mon entreprise puisse, avoir cette facture, bah, je vais lui donner mon numéro de sirène et il enverra la facture directement à mon entreprise. Donc, il faut s'imaginer un petit peu comment tout ça va fonctionner. Donc voilà pour Alors cette le partie. calendrier, vous en avez parlé, mais il nous a tenu un peu en alerte parce que pendant l'été, c'était la nouveauté de l'été. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications? C'est pas encore totalement figé, mais On commence à peu près savoir ce où ça va se situer. Alors déjà, je vais vous donner le calendrier d'avant, enfin le calendrier d'origine, on va dire. Donc calendrier d'origine disait, au 1er juillet 2024, enfin cette réforme elle est construite assez simplement. Pour obliger, la facture électronique, le premier des trucs, c'est de dire toutes les entreprises ont l'obligation de recevoir. Et elles ont l'obligation de recevoir quoi? De recevoir, en fait, c'est basé sur 3 formats obligatoires, donc ceux qui relèvent de la norme, donc c'est ce que j'ai un peu expliqué au début, c'est-à-dire un qui s'appelle UBL, un autre qui s'appelle UNCFACT Cross Industry Invoice, donc CII, on dit C2I, et un troisième qui est le fameux FactureX. En gros, c'est une facture PDF avec les données à l'intérieur. Donc c'est vrai que du point de vue de l'utilisateur, il n'a pas besoin de trop de comprendre ce qui se passe. C'est à nouveau une facture PDF, mais elle est un peu plus subtile. Elle a les données à l'intérieur, les machines savent s'en servir et les gens peuvent la voir. Donc ça, obligation pour tout le monde d'avoir fait le choix soit du PD, soit du portail public de facturation, soit d'une PDP, pour dire voilà, c'est là que je reçois mes factures. Et ça s'écrit dans un annuaire et tout le monde peut voir que cet annuaire existe, que l'adresse existe et les PDP et le PPF se débrouillent pour se passer les factures entre elles. Ça, c'était le 1er juillet 2024 et puis après, il y avait une obligation de rentrer dans la réforme sur la partie émission, à la fois des factures électroniques vers les assujettis, donc le volet e-invoicing et le volet e-reporting pour les déclarations et c'était d'abord les grandes entreprises à la même date, puis, les ETI en janvier 2025, puis, les PME et les TPE en janvier 2026 avec une capacité d'anticiper. Parce que je suis une PME, je sais faire une facture électronique parce que je l'envoie, par exemple au secteur public au travers de Chorus Pro. Bon, bah, maintenant si je sais toutes les faire et que je connais le sirène de mes clients, je peux y aller parce qu'ils sont obligés de recevoir. Donc il y a une capacité d'anticipation, ce sont des dates au plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, cet été? C'est que d'abord, il s'est passé un truc important avant, c'est que la DGFiP a beaucoup travaillé avec les entreprises au travers de nombreux ateliers, pour effectivement prendre en compte tous les besoins des entreprises et à force de prendre en compte les besoins des entreprises, bah, ça s'est un peu accumulé, y compris des grandes entreprises, qui ont fait le choix, d'utiliser le portail public de facturation plutôt qu'une PDP, alors qu'initialement il était plutôt prévu pour des PME. Donc ça change aussi des choses au niveau des volumes. Donc tout ça, ça a complexifié un peu plus, ce que le portail public de facturation et donc première annonce au 28 juillet 2023, report de l'entrée en vigueur de la réforme sans donner de date. Alors c'est vrai que du point de vue, du monde économique, c'était un peu étrange qu'un report, on s'y attendait. Il avait même été demandé un report plutôt de 6 mois, voire 12 mois, parce que tout le monde n'était pas exactement prêt, en juillet 2024, hein. Ça fait pratiquement 6 mois pour à la fois, tester, faire le pilote et faire entrer 4 millions d'entreprises dans le dispositif, c'était un peu court.
Et puis on a depuis septembre, un certain nombre de pistes de calendrier. Alors pourquoi on n'avait pas de date? À la fois parce que je pense que la DGFiP voulait aussi, concerter, discuter et poser un peu les choses et ce qui est plutôt bien. Et puis la deuxième, c'est que de toute façon, on ne peut pas avoir des dates qui sont énoncées comme ça puisqu'elles ont ces dates, elles ont été fixées par la loi. Donc elles peuvent être, refixées que par la loi et la loi, c'est la loi de finances, dont le projet vient d'être, publié. D'ailleurs rien n'est dit dans le projet parce qu'on est encore dans des phases de discussion. Il y aura probablement un amendement qui viendra expliquer ce qui va se passer. Alors, comme on a déjà des déclarations, des échanges, on peut quand même exprimer assez public, hein, notamment à l'ordre des experts comptables où il y avait plus de 7 000 personnes, on peut considérer que c'est relativement public. Effectivement, ce qu'on perçoit, c'est que le portail public de facturation donc, ne sera pas prêt cette année pour tout ce que j'ai énoncé juste avant. Hein, c'est un peu plus compliqué qu'escompté à l'origine. Et donc, il sera prêt l'année prochaine, enfin, en tous les cas, c'est le plan actuel. Donc, c'est l'année de la préparation technique 2024, développer le portail public de facturation qui est quand même la clé de voûte du dispositif tel qu'il est prévu. Il sera livré à ce moment-là, ainsi que l'annuaire de l'ensemble des entreprises, qui est un élément clé pour qu'on puisse, échanger des factures un peu partout. Et puis, en 2025, on aura une phase pilote, qui va être un peu plus longue aussi parce que comme il y a beaucoup de cas d'usage, la DGFiP veut s'assurer que tout fonctionne correctement et donc, avoir un pilote assez large, hein. Il y a déjà plus de 1 300 entreprises qui veulent participer à ce pilote et ça va s'étendre probablement. Et on espère, enfin on a enfin au niveau de la communauté, parce que les acteurs, ils sont un peu plus près que la DGFiP, parce qu'eux aussi ils font ça depuis plus longtemps, hein, c'est aussi une réalité et les entreprises poussées par cette réforme, bah, toutes n'étaient pas prêts, mais un certain nombre s'étaient quand même bien préparés pour être à peu près à l'heure, à 6 mois près et donc beaucoup voudraient continuer à avancer et donc on pense et ça c'est pas encore, enfin ça dépend aussi de l'écosystème, on va dire. L'objectif, c'est de démarrer dans le cadre de la réforme, mais sur la base du volontariat puisque vraisemblablement, la réglementation n'obligera rien en 2025. Elle obligera à partir de 2026, enfin, encore une fois, il y a des débats parlementaires, hein, tout peut se discuter, on en verra, mais en tout cas, la proposition ou, l'objectif, c'est que ça se déploie en 2026 et que ça se déploie plus rapidement. On avait prévu un déploiement en 1 an et demi. Là, l'idée, c'est plutôt que ça se déploie sur l'année 2026. Alors, on ne sait pas trop comment commencer, mais c'est toujours compliqué. Alors, c'est pas janvier parce que c'est les arrêtés, c'est pas février parce que c'est les vacances, donc ce sera mars, probablement pour la première obligation, qui est l'obligation de recevoir pour tout le monde et d'émettre pour les grandes, peut-être les ETI. Et puis ensuite, on aura une 2e phase, de date au plus tard qui sera quelque part aux alentours d'octobre et peut-être une troisième en fonction des débats si, il s'avère nécessaire de prolonger un peu plus. Mais l'objectif, c'est de boucler tout ça en 2026 ou, début 2027. Et puis comme ça, on va se propager jusqu'à 2028 où on verra qu'il y a des sujets internationaux, qui vont arriver. Voilà, donc on peut pas dire que tout ça est figé, hein, mais c'est effectivement la direction que ça prend et je pense que tout le monde s'inscrit maintenant dans ce calendrier. Alors après, qu'est-ce qui reste à définir en attendant le calendrier? C'est de dire un peu plus précisément, est-ce que c'est bien en mars 2026, que ça commence? Commence bien pour une obligation pour tous. C'est quand les grandes entreprises, on sait bien, mais les ETI, elles sont au début, au milieu, à la fin, bon tout ça, ça doit se préciser. Et puis il y avait des notions, je vous dis qu'il y avait à la fois les données de niveau document, les données de niveau ligne. Bon, comment ça s'organise, à quel moment on doit tout faire, quoi? Et sachant que la demande aussi de l'écosystème, c'est de dire: laisser peut-être aussi un peu plus de temps sur la phase de e-reporting, parce que c'est assez impactant pour les entreprises. Donc à la limite, le PPF est capable de le faire, les PDP aussi très bien, mais au niveau des obligations, s'il y a un peu plus de tolérance, de bienveillance, voire de décalage date au plus tard, ça peut permettre à tout le monde d'y aller. C'est-à-dire ceux qui sont prêts, ils vont quand ils sont prêts. Ceux qui ont besoin de faire ça un plus en 2 temps et d'apprendre un peu plus de temps, l'objectif, c'est de dire: «Ce serait bien que tout soit déployé dans la plénitude» et ce serait déjà un bel objectif en 2028 puisqu'en 2028 va arriver la phase européenne avec ce qui se passe quand on a l'alignement de tout ça à l'échelle européenne. Donc c'est ça l'objectif global, attendu par tout le monde. Oui, je vois que le temps passe très vite. Il nous Ouais, reste 11 minutes. On a une seule question pour l'instant. On la oh, traitera peut-être oh, en bah, je sais dernier. oui. C'est sur le format de facture à conseiller dans la vision VIDA. Peut-être Alors apporter un petit peu Alors plus effectivement, de. la question, c'est, quel est le format qu'il faut, choisir? Plutôt FactureX, ou plutôt le format UBL, sur Vida? Alors d'abord Vida, il ne spécifie aucun format aujourd'hui, d'ailleurs même pas encore, même si dans l'état d'esprit de ceux qui ont rédigé Vida, ils entendaient des formats conformes à la norme européenne. Aujourd'hui, il dit: «Une facture électronique, c'est une facture électronique structurée qui contient les mentions obligatoires», rien de plus.
Et effectivement, dans les débats qu'on peut avoir, c'est de dire: «Est-ce que FactureX en fait bien partie?» Je pense qu'il y a pas tellement il y a plus tellement d'ailleurs d'inquiétude sur le fait que ce sera le cas, puisque FactureX est un format qui contient bien l'ensemble des mentions obligatoires. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il y a différents profils et donc il y a bien tout ce qui est exigé par la réforme et donc ça pourra fonctionner en France. Ensuite, les formats UBL, c'est un format totalement structuré, tel celui que j'ai montré au début, donc il y a quand même un sujet sur la représentation lisible qui va avec et sur l'utilisation par les PME. Donc aujourd'hui, dans votre choix de facture, et puis il y a le fait que VIDA, c'est pas encore là, on parle 2028, des fois on entend 2030-2032, donc bon, il faut quand même avancer. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'un FactureX, c'est que c'est une facture que tout le monde peut lire et que les ordinateurs peuvent fonctionner, peuvent utiliser. Donc en France, très clairement, FactureX est mis en avant, hein, j'étais au congrès de l'ordre des experts comptables. En fait, la réforme, ils l'appellent la réforme FactureX. Donc on voit bien où ils se situent quand ce sont des PME qui doivent utiliser cette réforme. Mais les 2 sont possibles et il y aura la possibilité d'ailleurs de convertir de l'un vers l'autre tant que toutes les données sont présentes. Cyril, peut-être rapidement, est-ce que tu peux nous convaincre? Moi, j'en suis convaincue, mais Mmh. ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, Mmh. que cette réforme, ce n'est pas qu'une obligation, c'est aussi quelque chose, une réforme dont les entreprises pourront tirer beaucoup de profit dans leur gestion, dans leur process, dans leur fiabilisation, sécurisation aussi Mmh. de leur process, et puis économiquement aussi. Alors effectivement, cette réforme, d'ailleurs vous avez vu dans l'ordre, tel que le présente la DGFiP, l'ordre c'est, avant, d'apporter de la valeur aux entreprises. Alors ça apporte de la valeur pourquoi? Parce que ça oblige les entreprises la facture électronique ça existe depuis 30 ans et on est à 15 de factures structurées et puis après des factures PDF sur lesquelles, ça ressemble quand même beaucoup à des factures papier. En termes de données, il y a pas grand-chose, voilà et donc c'est long parce qu'il faut à chaque fois convaincre ses fournisseurs, ses clients d'y aller et cetera. Donc là, la réforme, son objectif premier, c'est de dire: «Bon allez, maintenant, on y va tous ensemble et on met les données, on vous dit lesquelles il faut mettre dedans», donc on organise un peu le sujet. C'est la fin de la récré quoi, globalement et donc ça va permettre aux entreprises d'avoir de façon assez rapide, donc à horizon 2026-2027, d'abord de s'obliger à savoir émettre les factures avec des données, donc ça, c'est une petite contrainte, mais surtout de recevoir toutes les données essentielles de cette facture, qui va permettre d'automatiser les traitements, de nourrir vos systèmes d'information qui sont souvent riches en fonctionnalités, mais pauvres en données, parce qu'il faut les rentrer, que ça coûte cher de les rentrer les données. Là, ils vont arriver de façon directe. Donc ça veut dire en termes de suivi, je prends une PME de base, eh bien, elle sera en capacité d'avoir un suivi de son activité au mois, puisqu'elle va avoir toute l'information. Vous avez vu que le rythme est très mensuel, et donc voilà, l'arrêté mensuel pour savoir où j'en suis dans mon activité, c'est pratiquement natif. Et puis, grâce à tout ça, il y aura une capacité de détection, ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire avec les systèmes experts, un peu d'intelligence artificielle, on pourra se dire, sortir du système: «C'est bizarre, il se passe tel truc sur tel fournisseur, il arrête de fournir» ou «Mon client, tiens, qui a l'habitude de payer un peu régulièrement, subitement, il paie moins» ou on peut aller un peu plus loin, «J'achète, et j'ai des systèmes qui peuvent permettre de dire, bah, où est-ce que je me situe dans les prix moyens de ma zone?» Vous voyez? Tout ça, c'est de la valeur et tout le monde n'a pas encore complètement bien compris, tout ce que ça pouvait faire. Et puis ça permettra donc aussi de faire de la gestion prédictive. Et puis, deuxième élément important, c'est qu'on s'inscrit dans un traitement collaboratif. Vous avez vu que le cycle de vie est partagé avec une forte recommandation à le nourrir, c'est-à-dire à dire: «J'ai reçu votre facture, je suis d'accord, je suis pas d'accord et je vous le dis, je viens de la payer donc c'est une information importante» et cetera. Donc en fait, on a aussi un apport de valeur ajoutée, un partage de valeur ajoutée sur le traitement de la facture vu du client, oui, du fournisseur, pardon. Bien sûr, l'accélération du traitement, c'est l'accélération des paiements. Donc je vous rappelle, hein, il y a une quinzaine de jours de retard de paiement, enfin un peu moins maintenant, mais ça fait que ça pèse quand même largement sur les entreprises et avec une capacité à traiter plus vite, y compris pour les grandes entreprises, elles pourront aussi payer plus tôt. Donc c'est à la fois payer à l'heure, mais ça peut être aussi payé plus tôt par de l'escompte dynamique ou par la capacité à mobiliser du refinancement. Et ça veut dire, dans les offres à valeur ajoutée, de la facturage qui peut se de faire beaucoup plus, puisque les factures pourraient être validées plus vite et donc refinancer une facture qui est validée par un client, on voit qu'en termes de risque, c'est pas la même chose qu'une facture dont on ne sait pas ce qu'elle est, hein. Et puis bien sûr, des offres, qui permettent de payer en un clic, de se faire payer en un clic et cetera. Plus tout ce qui existe déjà sur, la validation automatique, l'automatisation du traitement, mais ça c'est un classique, mais on peut acquérir des solutions qui permettent de le faire. Donc voilà toutes les valeurs ajoutées qui sont déjà démontrées, hein, parce que facture électronique ça existe depuis 30 ans, donc ceux qui le font, ils les ont ces choses-là. Par contre, ils les ont avec un nombre limité de factures et un nombre limité de données parce que souvent ils font beaucoup de scans de factures, donc ils ont les données qu'ils ont pu extraire. Là, ils auront nativement, toutes les données importantes de la facture.
Nous avons deux questions qui sont arrivées, mais auxquelles Mmh. je pourrais peut-être répondre rapidement. La première, c'est sur quel est est-ce que est-ce que la date de la journée de la facturation électronique 2024 a été fixée? Oui, elle est fixée, même les partenaires, sont nombreux, parce qu'ils sont tous venus en 2 minutes, quand on les a consultés et ça sera le 7 mars 2024, toujours au Palais Brongniart. Est-ce qu'on peut envisager un calendrier différent pour l'e-invoicing et l'e-reporting aujourd'hui? Alors ça a été la demande, on va dire, de l'écosystème. C'est-à-dire quand on a eu ce qu'on appelle le comité des relais, donc une réunion organisée par la DGFiP, assez clairement l'assemblée a exprimé que dans cette réforme, il y avait d'abord la nécessité d'avoir un annuaire pour que la réforme puisse démarrer sur une base volontaire. Il y avait une deuxième chose qui était la partie e-invoicing pour le portail public de facturation, parce qu'on ne peut pas lancer les obligations tant qu'il n'y a pas une offre gratuite, on va dire, pour les PME qui voudraient pas, passer par une plateforme privée. Ça fait partie du dispositif réglementaire, donc il faut que ça existe pour qu'on puisse démarrer. Et la partie e-reporting, encore une fois, on a le sentiment que la DGFiP, de son point de vue, veut faire l'ensemble, mais ce qu'on a exprimé, c'est que pour les entreprises, c'est une complexité plus importante que ça en a l'air et que leur laisser la capacité à rentrer sur le e-reporting dans un second temps serait une bonne mesure. On n'est pas sûr d'être entendu, mais en tout cas, ça a été exprimé haut et clair. Autre question, la PPF fournira-t-elle un tableau de bord synthétique aux entreprises? La PPF est pas là pour faire des services à valeur ajoutée, donc elle fournira pas beaucoup plus que ce que fournit Chorus Pro aujourd'hui. Donc plutôt un suivi, vous verrez les factures qui sont transmises et ce sera plutôt aux OD, on va dire, souvent parce que qui interviennent pour le compte des entreprises, de venir capter l'information, sur les factures et après de produire ces fameux reportings qui sont plutôt du domaine privé. Après, nous avons des questions un peu plus techniques. Sur Les rejets. ouais. Quel sera le délai toléré pour rejeter ou valider une facture du côté du client? Alors effectivement, il n'y a pas de délai. Donc la question est de savoir, vous avez vu que dans j'ai parlé un peu du cycle de vie, il y a une étape importante qui est le refus et il y a une chose qui effectivement sur lequel on a encore quelques discussions, quelques commentaires vis-à-vis de ce qu'a écrit la DGFiP, qui est qu'à partir du moment où on refuse une facture, la seule façon d'en sortir, c'est de faire un avoir et une nouvelle facture et donc qui dit nouvelle facture dit nouvelle date probablement, donc ça peut décaler de date de paiement, donc on est un peu inquiet sur l'impact que ça peut avoir sur les délais de paiement. Alors dans le même temps, aujourd'hui réglementairement, il y a parce qu'effectivement, une façon de résoudre le problème, ce serait un peu le problème, ce serait de dire: «Bah, si vous voulez refuser, vous avez 3 jours pour le faire». Donc auquel cas, au pire, on décale de 3 jours, enfin du si on est capable de refaire des factures rapidement. Aujourd'hui, il y a pas de délai parce qu'il y a pas de délai dans la réglementation, absolument pas et ça va être assez compliqué d'en mettre parce qu'on peut très bien imaginer qu'un processus de validation de facture peut être long, peut passer par une étape de litige qui prend du temps et dans la vie réelle, on ne peut pas s'exprimer forcément en 30 secondes, même en 3 jours sur une facture. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de délai d'obligation. Et donc effectivement, c'est aussi une des problématiques, sur ce statut refus, qui effectivement fait qu'il peut intervenir à tout moment et s'il y avait des pratiques qui consistaient à attendre, la fin de la période pour dire subitement: «Je refuse» pour regagner à nouveau 30 jours, je pense que ce serait pas, la règle du jeu. Maintenant, il faut avoir en tête que comme c'est transparent, ça va se voir. Donc en termes de détection de signal faible, y compris l'administration saura déterminer qu'il y a des gens qui jouent un peu trop à ce type de jeu et que c'est pas bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est Question. bon. Je pense que c'est Ouais, celle-là, hein? ouais. Très bien. Alors peut-être qu'il nous reste que quelques Il nous reste minutes, quelques minutes. je peux passer assez alors pour ce qui est de se préparer, bon, en gros, il faudra choisir sa plateforme, il faudra travailler sur ses statuts. Ça, c'est sur les factures fournisseurs. Au début, on est obligé de recevoir, donc il faut se préparer à ça. Ce serait dommage de ne pas utiliser les données qu'on va recevoir pour, en faire quelque chose. Donc là, il y a des travaux à faire, à se préparer justement pour anticiper ces choses-là. Et puis on a un sujet important en termes de réception sur la partie reporting, si jamais elle est maintenue, dans les mêmes dates, c'est qu'il va falloir se préoccuper de savoir quand est-ce que j'achète à l'international, que je le piste et que je extrais les données des factures assez vite. Donc ça, c'est un sujet sur lequel j'attire votre attention en particulier pour la préparation. Pour les factures clients, quand vous rentrerez dans l'obligation, bah, il faudra connaître le sirène de vos clients, donc il y a quand même une logique de base à aller chercher.
marché. Il faudra savoir produire des factures avec des données. Donc là aussi, il y a un peu de travail par rapport à ce que vous faites, hein. Ceux qui saisissent sous Word, c'est pas gagné. Et puis il faudra paramétrer votre outil, choisir une plateforme et ensuite être en capacité de lettrer éventuellement, vos encaissements pour si vous faites du service. Donc voilà en gros la façon dont vous allez vous préparer, sur cette réforme. Alors je crois qu'on va devoir oui, Question, on va devoir quitter. conclure, Et ouais. quelle incidence sur les délais de paiement? On espère qu'ils vont être. Bah, les délais de paiement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que normalement, tout ça, ça vise à traiter les factures plus vite. Donc l'objectif, c'est de les traiter plus vite. La gestion du statut refus peut nous inquiéter un petit peu, donc on verra comment les choses vont s'organiser. L'objectif, c'est qu'effectivement, on fasse en sorte que les entreprises ne jouent pas à utiliser les statuts refus pour décaler le délai de paiement. C'est un enjeu assez important. Avant qu'on ait passé le timing, ben moi je Je ne voulais sais pas vous si on est coupé, mais remercier. Je ne sais pas si nous sommes encore, je crois que. si, on doit toujours être là, je pense. Donc, je voulais remercier Cyril. Cette présentation a été vraiment très claire. Et merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Merci à tous et à très bientôt. Ça fait 40 minutes. Alors déjà, je vais couper ça. Là.